rassemblement de toute notre vie. Vous êtes sur la belle Victorine, Radio Pirate. Qu'est-ce que vous regardez? Tout le monde à son poste! C'est une super production. Au départ, on a dit l'an 02, une utopie à faire ensemble. Et effectivement, on l'a fait à beaucoup. Mais pas tous à la fois, évidemment. Moi, je dis que CHO3, c'est une façon de lutter contre les injustices qu'ont vécu cet quartier et ses habitants. C'est une grande fête et pour moi historique. Et aujourd'hui, je me suis forcé de venir auprès de vous en signe de reconnaissance de ce collectif des habitants bien organisé. Est-ce que vous avez bon espoir de gagner? Oui, bien sûr, on est là. Et oui, vous l'aurez compris, si nous sommes réunis autour des micros aujourd'hui, c'est pour parler du CHO3, le collectif des habitantes et habitants organisés du 3e arrondissement, car aujourd'hui, c'est la fête. Le CHO3 célèbre ses 5 ans, une fête qui a commencé à la Fraternité Belle de Mai avant-hier, hier au comptoir de la Victorine, et qui continue ici même au Jardin Leva, d'où nous vous parlons. Une fête pleine de concerts, de projections, de discussions enflammées, d'activités pour toute la famille, de nourriture miam délicieuse, de plein de choses que j'oublie tellement il y en a, et donc d'un plateau radio sur les ondes pirates de la radio Belle Victorine. Merci de nous écouter. Mais alors pourquoi faire un plateau radio alors que des discussions s'enchaînent sans cesse depuis le début de la fête? Et je crois que Amel, qui est avec nous autour de ce plateau, a une réponse pour cela. Nous tenions à raconter et participer à un récit collectif. La culture commune qu'on partage se doit d'être racontée au fil des anecdotes qu'on partage entre nous, souvent quand on se croise. C'est aussi poser des mots sur ce qu'on crée au quotidien ensemble. Et en fait, c'est un outil aussi d'assembler tout ça, tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans et les 10 ans de l'an 02. Nous découvrirons aussi ensemble cette histoire du CHO et de l'an 02, cette association qui a été intimement liée. Nous évoquerons aussi toutes les histoires de celles et de ceux qui le font vivre au quotidien depuis 2013. Et puis, je pense qu'on va questionner aussi les visées du début de l'an 02 et du CHO et de ce qu'on attend. On va échanger aussi sur ce qui a changé dans nos vies, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça a changé sur le territoire, sur le 3e. Voilà, comment ça nous a impacté personnellement et collectivement, mais aussi sur notre quartier. Et puis, nous allons essayer d'identifier ensemble les savoirs et les apprentissages collectifs qui traversent cette expérience pour aider à définir la suite de nos actions. Merci Amel. Et puisque nous sommes sur la radio Belle Victorine, je me permets de rendre hommage à ses fondateurs, Yves Ravega et Pascal Gobin, que nous saluons et remercions de réaliser cette émission derrière l'arbre et le parasol qui nous éloignent. Grand big up. Grand big up. Et je vous salue avec ces quelques mots que je me suis permis de vous réapproprier. Les aventuriers et aventurières des ondes hissent à nouveau le pavillon noir, le pavillon sans complaisance des Amazones et conquérantes de l'archipel Saint-Mauron, des îles Toussaint et de la Victorine, des criques Cafo et Cadena, des plages Loubon et Boès et du volcan en ébullition constant de la Belle de Mai. Allez, c'est parti, avec un extrait qui nous ramène aux sources de la fondation de l'an 02. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je m'amuse. Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin. Monsieur, ça, je suis votre voisin. J'ai jamais osé vous parler, alors
Je pensais que ça pourrait peut-être commencer ce soir. Puis, Et si on échangeait nos papiers d'identité? Qu'est-ce que tu fais? La révolution! Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on fait la révolution? Pour réagir à cet extrait de l'an 01 qui serait le film qui aurait inspiré le nom de l'an 02, il y a une belle table qui s'est assemblée autour de ces micros et on va se présenter tous ensemble. On va commencer par une question simple pour se présenter, c'est qui on est et comment, pourquoi est-ce qu'on a rejoint le CHO3? Et on pourrait commencer, tiens, à ma droite, Fatima par exemple. Qui es-tu et pourquoi as-tu rejoint le CHO3? Là, j'ai commencé il y a longtemps. Je suis avec Jonas, je suis partout. Quand on a commencé pour taper les voisins pour savoir comment ça se passe dans la maison. On a fait partout à Belle-de-Mai. Moi, j'ai été arrêtée un peu. Quand j'ai été, ma maison, il a tombé. Je suis partie pour aller rester à l'hôtel. La mairie, ils ont refusé pour continuer. On a tourné là-bas. Là, maintenant, je suis là, dans le trou, là. Dans le trou, c'est-à-dire? Dans le trou, dans la maison. Dans la maison. Dans la maison, il y a les trous. Comment je vais faire pour sortir dans la merde, là? Et donc, tu as rejoint le CHO3 notamment pour te sortir de ce trou? Ouais. Eh bien, bienvenue autour de ce plateau, on va en parler beaucoup de tout ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que, Arthur, tu peux te présenter aussi Et moi, c'est Arthur, bienvenue, enchanté. Du coup, j'ai rejoint le collectif, j'ai rejoint plutôt le 3e arrondissement Saint-Mauron, la Belle-de-Mai en 2018, septembre 2018. J'ai fait la rencontre de Fatima en 2018, notamment sur les questions de mal logement. Et je suis arrivé à Saint-Mauron parce que je m'intéressais beaucoup aux questions autour du pouvoir d'agir des habitants dans les quartiers populaires. Et je me suis fondu dans les dynamiques à ce moment-là, en septembre 2018, autour du Jardin Leva, pour que le Jardin Leva soit décidé par les habitants. Et au moment où je suis arrivé dans le 3e arrondissement et à Marseille, à ce moment-là, il y a eu les effondrements aussi des immeubles de la rue d'Aubagne. Donc beaucoup de mobilisation autour des questions de mal logement à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a rencontré Fatima, avec beaucoup d'habitants qui étaient concernés par les arrêtés de péril, la fermeture des immeubles, les logements qui étaient insalubres. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Marseille et que j'ai rencontré plein d'habitants dans le 3e. Merci. Iman. Bonjour tout le monde, enchantée. Je m'appelle Iman. J'ai connu le CHO3 par une amie. Elle m'a dit vas-y, on va rejoindre cette collectif, ils font des luttes contre la discrimination et tout. Et du coup, ça m'a intéressée. J'ai rejoint le CHO et du coup, j'étais vraiment à fond avec la campagne RTM. On a lutté contre la discrimination de la métropole, comme ils nous donnaient pas le droit d'une réduction comme les autres villes. Du coup, ça m'a vraiment intéressée et je suis rentrée directement à fond. On voit que chacun est venu par ses raisons aussi de lutter à différents endroits. Oui. Toi, Gilou, tu es un des fondateurs de l'an 02. Oui, enchanté tout le monde. Très content de pouvoir écouter vos histoires que j'ai moins suivies. J'étais plus trop à Marseille ces dernières années, donc je vais découvrir les nouvelles avancées du CHO3. Et moi, quand j'étais avec Jonas au début de l'association et d'autres gens qui sont là, c'était un peu le contexte de Marseille 2013. Capitale européenne de la culture, et il y avait pas mal de dynamiques ici autour de cette fête de la ville, mais un peu contre ses habitants. Du coup, célébrer la diversité, mais finalement contre ses habitants. Et il y avait pas mal de mobilisations. J'ai revu Amel notamment et plein de gens. Et avec Jonas, c'était l'idée de se dire comment on peut, avec la vidéo, on faisait de la radio avec Radio Galère, utiliser ces outils d'éducation populaire, comme on dit, pour que ça serve des luttes concrètes. Et donc c'est un peu comme ça qu'il nous a un peu dit il faut qu'on se réunisse, qu'on se rencontre, qu'on se forme, qu'on se donne de l'énergie ensemble. Et l'idée au début c'était quand même je dirais des temps de regroupement où on se disait qu'est-ce qu'on aimerait faire. On a
c'était un peu théorique et des fois on se disait mais il faut qu'on arrête on voulait se former sur des outils concrets qui pouvaient aider, donc on faisait des panneaux comme ça dans la rue pour créer du débat. On a fait ça aussi avec d'autres gens qui étaient les luttes autour de l'usine Fralib reprise en autogestion, et donc c'était à chaque fois de se dire comment on s'inspire de toutes ces luttes qui avaient lieu à ce moment-là pour que ça nous donne de la force. On avait voilà la théorie et l'envie d'agir concrètement, et voilà on a circulé. Tu parlais de ces panneaux parce que derrière nous il y a des panneaux colorés avec plein de phrases. Nous sommes en train d'entretenir Anna et Jonas qui nous permettront aussi de discuter des sujets brûlants du collectif, des panneaux qui sont réutilisés, qui se nourrissent des conversations et des luttes. Je peux me permettre de rebondir un peu sur ce qu'il a dit en 2 mots, juste par rapport aux porteurs de parole. Donc c'est un dispositif dans l'espace public où tu affiches une énorme question et tu mènes des mini-interviews avec les habitants que tu croises, et les réponses des personnes interviewées dans l'espace public sont affichées à côté de la grande question, et ça fait un dispositif hyper créatif et agréable à regarder. Et en fait en 2018-2019 on a rencontré plein d'habitants comme ça, on a mobilisé plein d'habitants qui étaient concernés par les questions de mal logement. On avait fait des porteurs de parole autour des questions un chez soi c'est quoi, et chez moi c'est la galère, qu'est-ce que je peux faire. Et donc en 2018-2019, ça avait permis de rencontrer plein d'habitants qui étaient concernés par le mal logement. Ensuite, on les avait revus dans leur copropriété dégradée. On avait toqué aux portes avec ces habitants-là, et ça avait permis de créer des dynamiques de groupe sur le mal logement avec des copropriétés qui s'étaient auto-organisées avec l'aide du CHO et avec la Fondation Abbé Pierre aussi, pour dénoncer les actes des propriétaires ou des marchands de sommeil véreux. Voilà. On va passer à Val qui suit notre tour de table. Oui, salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris devant un micro. Moi, je suis une habitante de Saint-Mauron depuis longtemps. Et donc, voilà, il y a un moment donné où il y avait cette idée de faire un syndicat de lutte ou un collectif de lutte sur ce qui pouvait se passer sur ce quartier. En fait, entre habitants, on était tous concernés par beaucoup de questions, que ça soit, voilà, la question du logement, l'école, voilà, il n'y a pas d'espace vert. Enfin, bon, voilà, il y avait beaucoup de problématiques et beaucoup d'injustices. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu construit de comment on pourrait faire, comment on discute avec les gens et tout ça. Et moi, ça s'est vraiment concrétisé au moment où il y a eu le confinement. À ce moment-là où effectivement il y avait plus rien, il fallait qu'on compte sur nous-mêmes, sur ce quartier. Du coup, voilà, là, les choses se sont beaucoup concrétisées sur le fait de rencontrer ses voisins, voisines, de s'organiser et d'être dans l'entraide. Et c'est là où effectivement j'ai rencontré des gens qui sont rentrés dans ma vie. Et là, je passe la parole à ma voisine. Antoria qui est rentrée dans ta vie, qui va rentrer dans cette émission radio. Bienvenue. Moi, je venais à la CH3 à cause des vallées avec Corona. Et il est fermé pour tout le monde. Donc, moi, je reste à la maison beaucoup avec les associations. Mais il tombait pour moi, avec des discriminations pour Jonas. J'ai trouvé Jonas pour avec les CH3. Je reste. Tu restais parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Voilà, jusqu'à maintenant. J'ai trouvé copine pour avec Émilie. Et bien beaucoup pour moi. J'ai l'impression que tout le monde avait quelque chose à trouver et l'a trouvé d'une manière différente dans le CHO3. Et une des choses qui est ressortie le plus souvent, c'était la solidarité dans les petits documents que nous a passé Jonas pour préparer cette émission. Le CHO3, c'est des gens qui sont vraiment unis, qui sont humains. Il y a de la solidarité entre les habitants et tout le monde peut participer ici. Ils peuvent l'aider, orienter, l'organiser. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et on a pu savoir comment traverser ce chemin et comment s'intégrer à la société. Comment s'intégrer à la société. Ma collègue ou ma copine, elle a dit que comment s'intégrer à la société. Comme nous, on est en situation irrégulière, du coup, il faut s'intégrer à la société française. Et comme on a trouvé cette collective, le collectif, il nous montre des lois et des droits qu'on connaît pas, nous. Et nous, on a peur, par exemple, de demander un droit, comme on n'a pas de
on n'a pas de titre de séjour, on est sans papier, on a peur de demander. Alors du coup, ce collectif nous a donné la confiance de nous-mêmes, de demander ce qui est notre droit. Voilà. Et en même temps, on s'intégrer à la société avec... on a connu beaucoup de gens, beaucoup d'amis, des voisins et tout. Et du coup, on peut se changer, on peut se parler sans peur, quoi. Je précise pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être autour de nous que tu as fait des guillemets au moment de dire en situation irrégulière. Ah oui, parce que quand on est en situation irrégulière, on a un peu peur de demander, même si c'est notre droit, on a peur. Avec le collectif, on a appris de parler et ne pas avoir peur. Nous, dans le CHO3, on se dit souvent que le premier objectif, c'est de mobiliser les plus exclus du débat public, ceux qui sont le moins dans l'œil des institutions, en tout cas dans les yeux des institutions. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on mène ce travail de mobilisation et qu'on l'a beaucoup fait en 2019, 2020, parce que l'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des personnes qui sont sans voix, quoi, qui s'expriment pas dans les médias, qui sont pas médiatisées, donc notamment les personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Et donc voilà, donc les 2 premières années, on a beaucoup fait de mobilisation via le porte-à-porte et porteurs de parole. Et après, il y a eu le groupe d'entraide dont vous parliez tout à l'heure. Donc le groupe d'entraide en 2020 avec la fraternité et le CHO3 qui se sont organisés ensemble pendant le premier confinement, donc à partir de mars, je crois, 2020. Ouais. Et donc il y a eu une effervescence incroyable avec ce groupe d'entraide, avec 1000 personnes qui se sont organisées pour qu'il y ait des distributions alimentaires. Ce collectif permet de faire en sorte que les personnes qui sont pas vraiment dans des collectifs, dans des associations ou pas vraiment concernées par les activités des institutions puissent avoir leur mot à dire. Et ça c'est top. Seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. En préparant aussi cette émission avec ce que Jonas m'a donné comme petite nourriture d'esprit, je suis tombé sur un micro-trottoir où quelqu'un disait quelque chose d'assez intéressant. Tant qu'il y aura vie, il y aura dirigeant. C'est un rêve. Vous avez loupé la question, je pense. Non, c'est un rêve que vous allez en train de faire là. Mais il faut passer à la réalité. La réalité, c'est que c'est très dur. Voilà, on échange sur des belles paroles, des paroles d'optimisme. Il y a des gens qui pensent que vous rêvez trop, que vous devriez passer à la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a souvent rétorqué d'être trop optimiste? Moi, je rêve pour les associations. Parce que moi, j'ai malade, je reste à la maison. Moi, n'a pas venu. Donc, moi, j'ai pleuré beaucoup à la maison. Quand il y en a manif, quand il y en a réunion, quand il y en a fête, moi, n'a pas venu. Bon, donc, moi, j'ai pleuré. Parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé pour venir. J'ai pensé beaucoup. Tout le monde. Bah, merci d'être là, déjà. Oui, j'ai réclamé. Pour avec tout seul. Merci de venir et de nous donner tes rêves aussi quand tu restes à la maison. Oui, je rêve beaucoup. Beaucoup, je rêve. Avec le CHO, il y a des portes qu'on a pu ouvrir et qu'il y a des moments, en fait, dans des situations où il fallait agir sur les administrations, les institutions. Il y a un moment donné, quand on vous dit mais vous êtes qui? Je suis le collectif d'habitants organisés du 3e. Ça a un impact. En fait, tu portes avec toi un ensemble de personnes qui vivent des injustices quotidiennes. Et ça, t'as envie de le développer comme rêve, mais c'est concret. Et du coup, il y a des portes que je trouve qu'on a pu ouvrir et puis prendre conscience en fait de situations. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une situation où effectivement on a peur de sortir, il faut travailler, comment on gagne sa vie et tout ça. Ça devient concret pour un ensemble de personnes puisque les personnes elles parlent et elles le partagent ça. Et ça après tu peux plus vivre sans y penser. Et donc du coup ça change la donne et ça donne de la force, ça renforce les liens et puis ça permet aussi de trouver les moyens de lutter et de pas oublier un ensemble en fait d'injustices aussi qui se croisent. Et aussi, de les manifester, de les crier ensemble. Voilà, il y a des choses des fois qu'on a démêlées, mais on les a démêlées aussi parce qu'on s'est présenté de cette manière et que finalement ça, c'était pas rien. Parce que derrière, la personne, elle savait pas tellement ce que ça voulait dire, mais elle voyait bien que il y avait quelque chose.
quand on disait on est un collectif et un collectif d'habitants organisés du 3e arrondissement, et ben quelque part ça en impose. Il y a des endroits où ça en impose. Et ça c'était déjà un moyen de lutter qui était pas vraiment utopiste. Ouais, ça c'est pour moi c'était une expérience vécue, c'était pas utopique. Oui, je voulais bien rebondir parce que l'extrait qui a été passé, je me rappelle que justement on avait fait un porteur de parole sur la place Cadenas, ça devait être 2014, pendant qu'il y avait le marché. Et du coup on avait un peu provoqué à dire, je crois que la question c'était peut-on fonctionner sans politiciens ou sans dirigeants. Et je crois encore aujourd'hui qu'on peut vraiment fonctionner sans eux et qu'on n'a pas le choix que de s'organiser sans de dépendre de leur agenda. Et comme tu disais, ils connaissent pas les priorités des gens, donc c'est à nous de les faire entendre, c'est à s'organiser pour les faire entendre. Et ce que Iman tu disais, c'était se donner confiance. C'était ça il y a 10 ans et ça l'était avant et ça continuera. Je pense qu'il faut qu'on s'organise. On n'a pas le choix que de le faire à plusieurs, tout dans notre dans nos différences, chacun avec ses réalités, mais de trouver des espaces pour arriver à s'exprimer, s'entendre, se comprendre. Ça fait plaisir de réentendre ça parce que pour moi c'est pas une utopie, c'est la réalité et c'est ce qu'on doit continuer à construire encore aujourd'hui et demain et demain. Alors c'est peut-être que même au contraire, c'est vous qui aviez la réalité entre les mains et vous continuez à dire aux gens de passer à la réalité qui se crée dans ce collectif. Mais ce que je peux faire un clin d'œil à Jonas. Je me rappelle à cette époque-là, lui, il est parti aussi au Mexique. Il avait aussi ce projet d'aller voir ailleurs dans le monde comment les gens s'organisent, en disant il y a des collectifs partout sur Terre qui s'organisent. Ça n'a pas été créé en 2010 à Marseille, ça date depuis toujours. Et dans cette envie-là, des fois, Jonas, il nous disait, mais organisez des trucs à Marseille, qu'est-ce que vous faites, projetez un film de ce que j'ai vu au Mexique et tout. Et on lui disait, mais prends ton temps, reviens, quand tu reviendras à Marseille, il y aura toujours des luttes à mener, il y aura toujours des gens dans des situations complexes, parce que voilà, les politiciens et la manière de gouverner, ça s'arrange pas visiblement. Donc prends ton temps, inspire-toi de ce qui se fait ailleurs. Et puis on rediscutera à ce moment-là, et il y aura toujours plein de gens avec qui s'organiser et lutter. Et je crois que c'était un bon conseil qu'on lui partageait, de lutter avec les gens qui sont autour de chez soi et concrètement jour après jour. J'ai une dernière question à vous poser qui nous vient de l'organisation et qui serait de questionner un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on garderait, ce qu'on ne garderait pas pour faire un peu un mode d'emploi pour justement ces collectifs du monde entier qui ne sont pas encore formés, ceux du futur, qui soient à Marseille ou ailleurs. Quelles seraient les choses que vous conseillerez absolument de faire dans ce qui a été fait dans le CHO3 et qu'est-ce que vous conseillerez d'éviter ou d'outrepasser? Pour la future, la caisse de solidarité. Il est très important. Il est très important pour les associations. De pouvoir se financer tout seul? Voilà. Et je sais pas s'il y a d'autres choses que vous conseillerez autour de la table, d'autres choses. Ça peut être des choses à ne pas faire aussi, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on a fait les choses bien ici. Bah peut-être qu'au CHO, l'erreur qu'on a faite, je sais pas si c'est une erreur, mais c'est de courir plein de lièvres à la fois, quoi, d'essayer de jouer sur tous les tableaux. Voilà, comme à la base, quand le collectif s'est créé, on s'est dit qu'on serait un collectif tout terrain qui lutte contre toutes les injustices, toutes les galères, qui prend en compte toutes les colères des habitants. C'est vrai qu'on a été sur des dizaines et des dizaines de thématiques et de groupes en même temps. Et ça a été à la fois la qualité du collectif parce qu'il y a une énorme effervescence et plein de dynamisme et je pense que c'est pour ça aussi que le CHO est apprécié de l'extérieur parce qu'il y a énormément de choses et c'est facile de trouver sa place dans ce collectif. Mais en même temps, pour gagner des luttes concrètes, parfois il faut être une vingtaine ou une trentaine à se concentrer sur une seule chose et pas être une trentaine sur 30 trucs différents, quoi. Donc voilà, c'est peut-être que pour l'avenir, si on arrive aussi à se focaliser sur des petites choses, sur des objectifs gagnables, sur des luttes gagnables, par exemple sur le manque de bus, sur les AESH, en tout cas choisir ensemble quelques petites campagnes. À mon avis, ça augmenterait les chances aussi de réformer un peu les problématiques du quartier, quoi. Donc de concentrer les forces pour y aller sur des blocs petit à petit, quoi. Voilà, et c'est la beauté du CHO, il y a les questions d'autonomie, donc pour créer nos propres ressources, donc ça c'est le projet utopique sur le long terme, c'est créer notre propre autonomie, donc ça c'est un gros bloc du CHO, et après il y a l'aspect plus réformiste, qui est de gagner des campagnes gagnables, et là c'est vrai qu'il faut concentrer ses forces et pas être sur trop de choses à la fois, sinon il y a le risque de s'éparpiller, et de pas réussir à mettre la pression sur les responsables, sur les pouvoirs publics, carrément.
Fait chaud, hein? What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for a little respect when you come home. Just a little bit, hey, baby, just a little bit. Just a little bit, mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong, 'cause I don't wanna. All I'm asking is for a little respect when you come home. Just a little bit, baby, just a little bit. I'll get tired, just a little bit. Keep on trying, just a little bit. You're running out of food, a little bit. Vous ne vous serez pas trompé, c'était bien Aretha Franklin. Vous l'avez reconnu en tapant de vos mains, en dansant. J'ai des petits moves de danse qui m'ont été enseignés à ma gauche, là. Merci, Antoine. Et on se retrouve avec Vincent qui va nous faire la synthèse de cette première partie. Un petit jingle pour la synthèse de Vincent. Ok. Thèse, antithèse, synthèse, on a appris ça au lycée et c'est pas si facile après tout ce qui a été dit. Alors, je vous dis ce que j'ai noté et ce qu'on peut retenir. J'ai compris qu'en fait, les personnes qui étaient là pour avancer et trouver des réponses concrètes. Des réponses concrètes sur les questions qui sont de base, c'est-à-dire le droit de pouvoir circuler librement, la question des papiers, la question de faire face à la peur et de trouver de la solidarité par rapport à ça. J'ai entendu que la question du logement, c'était une question de base dans le 3e arrondissement et que c'était un combat permanent pour pouvoir vivre tout simplement et vivre dans des conditions qui sont accueillantes pour nos familles. J'ai compris que se déplacer, la question des transports, c'était aussi une question de base et que c'était une des premières victoires qu'avait obtenu le CHO et que c'est ce qui participait aussi à son rayonnement. Après, on a parlé de rêve, on a parlé de réalité. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le rêve des gens du CHO, c'est la réalité qu'ils sont en train de construire. Et que la réalité qu'elles sont en train de construire, c'est ça qui nous fait avancer nos rêves. Qu'il n'y avait pas d'un côté l'un, de l'autre côté l'autre. Et que pendant que certaines rêvaient à la maison, d'autres réalisaient dans les manifestations. Et que c'est comme ça qu'on avançait. Et puis, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une question d'efficacité. Justement, on n'est pas là juste pour des belles paroles. Mais ce qu'on veut, c'est que ça marche. Ce qu'on veut, c'est que concrètement, nos enfants puissent vivre et puissent vivre mieux. Et que ça dépendait de la participation de chaque personne et qu'il y avait de la place pour tout le monde. Voilà ce que j'ai compris. Mais j'ai une question. Parce que moi, on me parle de collectif des habitants organisés. Mais moi, ce que je voudrais plutôt ici, c'est collectif des habitantes organisées. Je vais pas mentir, mais moi, les premières personnes que j'ai rencontrées, Bichara, Rachida, Amel, et puis tout ce que je vois autour de moi, les femmes sont majoritaires. Est-ce que c'est pour ça que ça marche? C'est un peu la question que j'aurais à poser, peut-être au public, s'il y a des réponses là-dessus. C'est quoi le secret? C'est quoi la place des femmes dans le CHO? Parce qu'on est plus forte, tout simplement. Et parce que je pense que on subit doublement les discriminations, on subit doublement le racisme, on subit le patriarcat, on subit plein de violences et donc du coup on est débattantes avant les hommes, je pense. Sur le rôle des femmes dans le CHO, c'est important de le souligner. Iman, Antouria, vous pourrez en parler aussi. C'est la plus grosse victoire du CHO en novembre 2021. On a obtenu 50% de réduction pour tous les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Donc, du coup, 13 000 personnes qui ont obtenu ces réductions de 50% pour les titres de transport. C'était 5 femmes dans le CHO qui étaient leaders dans cette campagne, dont Iman, dont Antouria, Bouchra, aussi Rim, je crois que j'en ai oublié une, mais peut-être Léna. Et donc voilà, c'est simple. Enfin, ça représente bien les dynamiques du collectif où ce sont peut-être 80% de femmes, 90 qui mènent les groupes. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de passer à la prochaine partie? La 5e femme, c'était Swad. Sur la belle Victorine, Radio Pirate.